Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Vasday et ici Vasday en France. En France pour des vlogs sur le Japon. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, j'ai juste pas eu le temps. Voilà, j'avais promis en juillet-août que je ferais des vlogs quand je serais au Japon. Je suis arrivé au Japon, j'ai eu beaucoup de choses à faire, beaucoup d'études malgré tout, parce que j'y allais pour mes études, donc beaucoup d'examens, de devoirs et de travail, mais aussi beaucoup de voyages. J'avais envie de bouger, on n'est pas au Japon aussi longtemps tous les jours de sa vie, donc j'avais juste envie de bouger avec les gens que j'ai rencontrés là-bas, etc. Et c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps, et au final j'ai pas trouvé le temps de faire les vlogs. Donc me revoilà en France, après 4 mois au Japon, et je me suis dit, bah, je vais quand même vous partager cette expérience, j'avais envie de la partager avec vous, donc je me lance, on va enfin débuter cette série de vlogs sur le Japon en France, et voilà, cette série sera assez diversifiée, ça va parler de la culture japonaise, de la bouffe, mon expérience là-bas, le logement, l'administratif, comment y aller en tant qu'étudiant, bref, on va un peu parler de tout ça, parler de mon expérience, et j'espère que ça va vous plaire, et j'ai même envie de dire que sans plus attendre, nous allons commencer ce premier épisode. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, un peu l'épisode 0, introduction, on va parler de tout simplement une sorte de mise en situation, une mise en abîme. Comment est-ce que je me suis retrouvé à aller au Japon? Quelle est ma situation? Comment est-ce que j'ai fait pour le visa, pour l'avion? Quelle compagnie j'ai pris? Pour le logement, comment je me suis débrouillé? Bref, voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Un épisode pas trop intéressant si vous êtes passionné par la culture japonaise, malheureusement, mais si jamais vous envisagez d'aller au Japon, que ce soit touriste, travail ou étudiant, je vais vous parler, des trois cas de figure. Restez, ça peut être intéressant, il y a pas mal de, quand même, de petits trucs que moi j'ai découvert qui étaient pas chiants disons, mais que j'aurais bien aimé savoir en avance, donc je pense que ça peut vous être utile. Alors, comment est-ce que moi, le seul de la chaîne, nous sommes 8 sur cette chaîne, une bande de potes que nous avons depuis une dizaine d'années maintenant, comment moi, le seul sur cette chaîne qui n'ait jamais été intéressé par le Japon, me suis retrouvé à aller vivre là-bas pendant un semestre? Et ben en fait c'est juste mon école, tout simplement, voilà, je suis en école, je vous ai parlé des détails, mais je suis en école de commerce international, et en troisième année, nous devons faire une expatriation à l'étranger, une expatriation obligatoire. J'ai eu la chance d'être accepté au Japon, et je me suis dit, bah, c'est le seul pays que je n'avais pas en tête, alors pourquoi pas y aller justement, c'est le seul pays que je ne connais pas, l'expérience sera encore plus belle quand on ne connaît absolument rien, c'est un petit défi, c'est une aventure, et c'est comme ça que je me suis dit, let's go, j'y vais sur un coup de tête. Donc, me voilà, vers mars-avril 2023, à être accepté au Japon, je n'y connais rien, je ne parle pas japonais, je ne sais même pas à quoi ressemble le pays, quelle est la culture, comment est-ce qu'ils vivent, etc. Et je me lance dans cette aventure, et tout démarre de là. Tout démarre de là, sur ce coup de tête. Sauf que très rapidement, je me suis rendu compte que ne rien connaître sur le Japon, c'est bien mignon pour l'aventure, c'est un petit peu chiant pour la gestion. je ne savais pas où est-ce que j'allais vivre, je ne connais pas le système de logement au Japon, je ne sais pas comment les Japonais travaillent, je connaissais rien sur mon université, je ne parlais pas japonais, bref, j'étais un petit peu perdu là-dessus, donc il fallait que je me bouge le cul, excusez-moi de l'expression, mais voilà, il était temps que je commence un petit peu quand même à me renseigner sur ce pays où j'allais, bah oui, hein. C'est bien mignon de ne rien connaître, mais j'y vais quand même, et comme on dit, à Rome, fait comme les Romains, donc fallait que je m'intéresse un petit peu plus au Japon avant de partir. Et très rapidement, je suis tombé dans l'administratif, je vous épargne les détails avec mon école, c'est l'inscription sur l'école partenaire que j'avais, je vous en parlerai un peu plus après, mais voilà, ça, on s'en fout. Par contre, il y a l'administratif du aller au Japon. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a 3 cas de figure, soit vous y allez en tant qu'étudiant, soit vous y allez pour travailler, soit vous y allez en touriste. Alors qu'est-ce qui différencie les trois? Travail et étudiant, en vrai les deux sont dans la même poche, vous allez être du même côté, c'est le même bazar. Pour les touristes, en fait c'est très simple, le Japon et la France, je ne vais pas dire qu'ils ont un partenariat, mais en tout cas les deux pays se respectent, donc si vous y restez moins de 90 jours, c'est-à-dire moins de 3 mois, vous n'avez absolument besoin de rien faire, juste votre passeport, vous prenez votre passeport, vous partez en avion, vous atterrissez là-bas, on vous emmerde pas. Voilà, faut rester moins de 90 jours cependant, mais juste un passeport ça suffit. En revanche, si vous allez travailler ou étudier, vous allez forcément, ou en tout cas très probablement, rester plus de 90 jours, et dans ce cas-là, il faut faire un visa long séjour travail et études. Vous avez évidemment tous les détails sur le site du gouvernement français et de l'ambassade du Japon, que je vous mets en lien dans la description, mais grosso modo, c'est pour les gens qui restent plus de 90 jours, et il vous faut faire donc cette demande de visa, et cette demande de visa, elle ne se fait que avec
un certificat d'éligibilité. Donc en gros, c'est un document que vous allez devoir remplir, qui doit être signé par soit votre travail, soit votre université partenaire sur place, qui dit que vous êtes éligible à aller au Japon. Je ne sais pas trop sur quels critères ça se base, mais en tout cas, voilà, il y a certificat médical à envoyer, il faut faire un check-up, tout ça, il y a plein de papiers à remplir, vos informations personnelles, etc. Pour ma part, moi, c'est mon université qui a géré mon certificat d'éligibilité, en tout cas, c'est avec elle que j'ai communiqué, j'ai donc rempli tous les papiers qui étaient en japonais, ce qui est très galère quand, encore une fois, on ne parle pas un mot de japonais, donc je vous invite à avoir un traducteur sous la main, que ce soit au moins Google Traduction, si ce n'est quelqu'un qui parle japonais, ça peut vous aider grandement et ça peut vous faire gagner du temps. Et une fois que tout cela est rempli, vous recevez votre certificat d'éligibilité en format papier, ou peut-être en digital, mais en général c'est papier par la poste, donc ça peut prendre quand même 2-3 semaines, un mois, donc prenez de la marge tout de même. Autant la demande de visa est assez courte, l'ambassade du Japon est assez efficace, autant le certificat d'éligibilité, ça peut prendre un bon mois, voire 2 à recevoir. Donc prenez de la marge, et une fois que vous avez le certificat d'éligibilité, vous prenez rendez-vous sur le site de l'ambassade du Japon pour faire votre demande de visa. Vous allez sur place, vous donnez votre passeport, votre certificat d'éligibilité, et ils vous diront de revenir. Attention, ils vous diront de revenir d'ici 1 ou 2 semaines, et ils gardent votre passeport. Donc ne partez pas en vacances entre-temps, vous n'aurez pas de passeport. Ou alors vous partez dans l'Union Européenne, et comme ça vous aurez juste besoin de votre carte d'identité. Mais le passeport, vous ne l'avez plus en attendant. Donc, ils vous prennent votre certificat d'éligibilité, votre passeport, vous revenez 2 semaines après, vous payez, il me semble, 21 €, quelque chose comme ça, et vous récupérez votre visa. Et là, ensuite, vous êtes enfin prêt à partir au Japon en tant qu'étudiant ou travailleur. D'ailleurs, ne bougez pas, regardez, hop, la magie, j'ai mon passeport juste là, le visa, il ressemble à ça, j'irai flouter s'il y a des infos importantes, mais voilà, ah je suis pas beau dis donc dessus, j'avais jamais remarqué. Bref, c'est à ça que ressemble le visa sur votre passeport. Hop, je le range. Maintenant que vous avez votre visa, c'est bien mignon, vous êtes accepté, en tout cas acceptable plutôt, sur le territoire japonais, faut-il encore y aller? Et là, bah, vous avez plusieurs options, tout va dépendre évidemment de votre budget pour y aller. Pour ma part, j'ai voyagé avec Air France en direct, donc Paris-Osaka, à l'aller 13 heures de vol, au retour 15 heures de vol, parce qu'avec la guerre en Ukraine, les avions ne survolent plus la Russie, donc on fait un sacré détour. Mais voilà, le trajet est assez long. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, pour moins cher évidemment que le direct, de faire une escale. Ça peut être à Amsterdam, ça peut être en Autriche, me semble-t-il, à Vienne, ou alors ça peut être une escale plus loin en Asie, par exemple à Séoul en Corée ou encore en Chine. Voilà, donc vous avez plusieurs options. Moi personnellement, je vous le dis, c'est mon avis, si jamais vous avez la possibilité financièrement, prenez le direct, c'est beaucoup plus simple, vous avez vos valises directement en soute. Air France, c'est une bonne compagnie quand même, ils sont réglo, vous faites Paris, Osaka ou Tokyo, vous atterrissez là-bas et vous êtes tranquille, sachant que, et là c'est pour tous les étudiants qui sont présents ici, Air France ils vous font une offre étudiant qui vous permet pour le prix le moins cher possible d'avoir 2 bagages en soute et 1 bagage en cabine. Normalement le prix le moins cher c'est juste le bagage cabine et peut-être pas de bagage en soute, alors que là vous en avez 2 pour le même prix, donc c'est vraiment l'offre étudiant. Elle est royale, celle-là quand je l'ai vue, je me suis dit il faut que je la prenne. Donc si vous prenez un peu en avance, les billets seront entre guillemets pas trop chers, et l'offre étudiante d'Air France elle est juste royale. D'ailleurs pendant que je parle je vais vous mettre quelques images que j'ai prises pendant le vol, mais voilà, le vol s'est super bien passé, c'était très agréable, l'avion chez Air France c'est confort, on a bien mangé, on a vu des beaux paysages. Bref, moi je vous conseille de prendre Air France en direct. Si jamais vous ne pouvez pas financièrement, il y a forcément des escales, vous pouvez faire plusieurs vols, etc. Mais bon, le Japon, il faut quand même garder en esprit que c'est très loin de la France, donc forcément c'est assez cher quand même. Donc voilà, plus vous aurez d'avance, moins les billets seront chers, mais attendez-vous quand même à payer un petit pécule. Et là, ça y est, 13 heures de vol dans les dents, fatigué ou plus, peut-être une vingtaine si vous avez fait une escale. Vous avez votre visa, votre passeport, vous venez d'arriver au Japon, et là, bah pour moi, c'était la douche froide. La douche froide dans un sens où je comprends rien. Je suis désolé, je comprends rien au japonais, j'avais aucun mot. Et les japonais ne parlent pas anglais, ils parlent pas du tout anglais. Alors, c'est quelque chose qui est connu quand même, que les japonais ne parlent pas anglais, mais je me suis dit, je vais à Osaka, 2e plus grande ville du Japon, ok c'est pas Tokyo, mais voilà, c'est une ville touristique, il y a quand même du monde, etc. dans cette région, ils vont bien parler anglais. Pas du tout. Pas du tout. Au Starbucks, à la limite, si jamais vous allez dans un Starbucks ou un truc comme ça, peut-être ils parlent un peu anglais, mais en tout cas à la douane, c'était
que dalle, et c'était compliqué de se faire comprendre. Autant, parce que je suis allé avec ma copine au Japon, elle m'a accompagné pour les premières semaines, bref. Elle, c'était une touriste, donc elle est passée tamponner le visa et c'est fini. Enfin, tamponner le passeport et c'est fini. Mais moi, je suis en tant qu'étudiant, donc forcément, j'ai un visa, donc forcément, ils posent des questions, mais ils les posent en japonais. On essaie de répondre en anglais, ils pigent rien, alors ils font venir quelqu'un, bref. C'était galère. Donc, ne paniquez pas, par contre, ils sont hyper cool, mais attendez-vous à, si vous ne parlez pas japonais, d'être complètement perdu partout, d'être perdu partout. Et là, maintenant que vous êtes au Japon, alors pour un touriste c'est facile, il faut aller à l'hôtel, il n'y a pas beaucoup de Airbnb au Japon, il y en a, vous en faites pas, il y en a, mais moi je vous conseille forcément de prendre soit des hôtels classiques, vous allez sur booking.com, vous en avez plein, soit des ryokan, hein, ça pour tous les touristes, je pense que le ryokan ça va vous faire rêver, ryokan c'est une auberge japonaise, donc vraiment vous dormez dans des tatamis ou des futons, c'est vraiment un décor japonais, c'est, voilà, vous dormez à la japonaise dans une maison japonaise, donc c'est beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus ancré dans la culture du Japon. Ça peut être un petit peu plus cher que certains hôtels parfois, parce que dans les zones touristiques, ils savent que les gens veulent faire ça, mais je vous le conseille quand même, ne serait-ce qu'une nuit, moi j'en ai déjà fait, et c'est très sympathique. Sinon, si vous venez travailler ou étudier, il va vous falloir un logement. Alors moi j'ai eu la chance que mon université avait des partenariats, disons, avec des logements, donc ça m'a un peu facilité la démarche, mais grosso modo, si jamais vous cherchez un logement au Japon, il y a plusieurs choses à retenir. Primo, il vous faut un garant. Si vous êtes étranger, les proprios japonais ne vous offriront pas le logement si vous n'avez pas de garant. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, je demande à mes parents, je demande à machin, mais il vous faut un garant au Japon. Et pas seulement un garant japonais, un garant au Japon. Il faut qu'il soit au Japon. Et là, ça devient compliqué, parce qu'à moins d'avoir un contact sur place, ça m'étonnerait que vous ayez un garant au Japon. Donc, vous avez deux options, soit, comme j'ai dit, vous avez quelqu'un sur place, directement, vous connaissez quelqu'un, vous avez de la famille, ou vous avez votre université, ce qui est mon cas, soit vous avez des entreprises au Japon qui sont spécialisées là-dedans, c'est-à-dire qui se portent garant pour vous, moyennant finance évidemment, mais ça peut être le seul moyen que vous avez à disposition. Deuxième point, à savoir, avant de prendre un logement au Japon, il y a quelque chose qui s'appelle le Reikin. Reikin, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo une avance, un cadeau que vous allez faire à votre propriétaire, un cadeau financier, hein, évidemment, qui sera non récupérable. Donc ça n'est pas un dépôt de garantie, en fait c'est vraiment un cadeau. Ça peut être le premier, deuxième ou les 3 premiers mois de loyer que vous allez verser à votre propriétaire. C'est grosso modo un moyen de lui dire merci de me louer ton appartement, merci de me louer ta maison, bref. Ça peut paraître bizarre, c'est culturel là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, vous aurez forcément des sous à donner, à moins que vous ayez, comme j'ai dit, la chance d'avoir un partenariat ou quoi que ce soit. Mais de manière générale, si vous passez par, pas des agences professionnelles, mais par des particuliers, vous aurez le Reikin à payer. Bon, si votre loyer n'est pas très haut, c'est pas très grave. Si vous avez un gros loyer cependant, ça peut être un peu embêtant de payer le premier, deuxième et troisième mois en cadeau. Sachant que, je précise, c'est le premier, deuxième, troisième mois en cadeau, c'est bel et bien un cadeau. Vous ne payez pas votre loyer. Vous aurez quand même le premier, deuxième et troisième mois à payer. C'est vraiment juste un cadeau pour remercier de partager son appartement. C'est très bizarre, moi je vous avoue, ça m'a fait bizarre, je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais voilà, c'est un cadeau de remerciement, le Reikin ça s'appelle. Faites-y attention, demandez si jamais vous cherchez un logement là-bas à combien va s'élever le Reikin pour pas que vous ayez de mauvaises surprises, mais voilà, ça c'est aussi un point à retenir. Et puis un troisième point à retenir, alors lui qui est bien évidemment moins important et ça va dépendre de chacun, mais il y a plutôt deux points à retenir, mais là qui sont moins importants les deux. Primo, déjà, le logement, le monde du logement au Japon est moins cher qu'en France. Les appartements dans les grandes villes sont moins chers que des appartements qu'on peut avoir par exemple ici en France sur Paris, Bordeaux, Lyon, etc. Donc c'est un petit peu plus abordable. Cependant, il y a un deuxième point. Les normes, disons, de vie des Japonais, la manière dont ils vivent, ne sont pas les mêmes au Japon qu'en France. C'est-à-dire que parfois vous pourrez trouver des logements qui sont quand même vachement plus rustiques. Les toilettes, les salles de bain ne sont pas pareilles, les lits ne sont pas pareils, ils dorment plus sur des futons que sur des vrais lits king size ou double, ou etc. qu'on a en France. Bref, donc ça peut vous paraître un petit peu dérangeant au début, très dépaysant, ça pour sûr. Après, ce n'est pas forcément négatif, mais voilà, il faut s'y attendre, hein, ce ne sont pas les mêmes normes. Si jamais vous avez la chance d'être dans un immeuble, un appartement qui a été refait à neuf ou alors qui a été construit il n'y a pas longtemps, il est possible qu'il soit un peu occidentalisé, hein, que les normes aient changé, donc là vous serez un peu plus confort. Mais si jamais vous louez dans une maison japonaise assez typique ou dans un immeuble qui a été construit il y a 40-50 ans, là ça vous risque peut-être d'être une petite douche froide. Bon, après, voilà, hein, je vous rassure, c'est rien de trop grave. Moi j'ai eu la chance d'être dans un immeuble qui était rénové, mais je connais des gens
sur place là-bas, qui étaient dans des vieilles maisons japonaises, et au final l'expérience était tout aussi bien, faut juste s'y habituer. Voilà. Ils n'ont pas la même manière de vivre que nous, ce sont des normes différentes, mais c'est pas invivable pour autant, hein. Je vous rassure, c'est pas insalubre non plus, hein. Voilà. Mais juste s'adapter, c'est la clé. Je vous l'invite, c'est s'adapter. Vous n'êtes plus en France, vous serez au Japon, il faut s'adapter. Voilà, c'est à peu près tout. Point de vue administratif, point de vue de l'avion, point de vue du logement. C'est assez court, je ne sais pas si j'ai dit assez de choses, peut-être que je referai un deuxième vlog là-dessus. Là voilà, c'est les choses que j'avais en tête à vous partager pour cette première vidéo. N'hésitez pas évidemment à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à me dire si vous êtes content d'enfin voir les vlogs sur le Japon. Et puis j'ai envie de finir cette vidéo sur juste une petite vidéo de la visite de mon appartement, pour vous montrer un petit peu dans quoi je vivais. Me voilà maintenant en main libre devant cette porte d'entrée du XVIIIe siècle. Non, j'ai l'air d'un journaliste un petit peu improvisé, mais c'est pour vous donner du contexte. En fait, mon appartement, moi, je l'ai eu assez facilement. Contrairement à la France, au Japon, c'est tout de même très compliqué, surtout en tant qu'étranger, d'avoir un appartement. Moi, j'ai eu la chance tout de même d'avoir mon université qui m'a aidé à choper cet appartement avec un grand salon que je vais vous montrer tout de suite. Mais au Japon, c'est un petit peu plus complexe. Je vous fais la visite et je vous montre juste après. Mais voilà, ne vous reposez pas sur vos lauriers, tout le monde n'aurait pas ce que j'ai. Je suis très chanceux. Me revoilà devant la porte du XVIIIe siècle, tel un personnage de jeu vidéo en première personne, prêt à en donner un petit peu à manger une cuisse de poulet comme dans Doom. Donc voilà, ça c'est ma porte d'entrée, et nous avons déjà quelque chose de très intéressant. Ce petit carré ici, qu'il y a dans beaucoup de maisons japonaises, même des restaurants ou des hôtels, c'est en fait l'endroit où on enlève ses chaussures au Japon. Hein. Nous sommes en délicieux chaussons comme ça dans l'appart. Les chaussures doivent rester ici, vous voyez, il y a une petite marche, il y a un petit rebord. Voilà, c'est typiquement japonais. Je vois pas trop l'utilité d'avoir une marche carrément pour ça. Il me semble qu'en France, la plupart des gens enlèvent leurs chaussures avant de rentrer, mais enfin bon. On continue en marche arrière. Ici, nous avons un petit placard, c'est délicieux. On va pas continuer en marche arrière, je suis en train de me casser la gueule. On va continuer en marche avant plutôt. Voilà mon appart, c'est très simple. C'est une ligne droite en couloir avec, au fond, la sorte de chambre au salon finalement, où je vis la plupart du temps. Nous avons une machine à laver, mon Dieu, c'est délicieux, ça donne pas avoir à sortir tout le temps, faire son linge. Ici, nous avons le petit coin salle de bain qui est dans le couloir directement, mais ici, c'est vraiment pour salle de bain, robinet, miroir, la douche est ailleurs. D'ailleurs, bonjour à tous, je filme avec mon téléphone depuis que j'en ai un nouveau. Enfin, je filmais déjà avec avant, bref, on s'en fout. Ensuite, nous avons ici mon kilotonne de crème hydratante, mais surtout des plaques de cuisson au gaz, car au Japon c'est très souvent au gaz et non pas à induction comme on commence à voir en France, et c'est terrifiant parce que les flammes s'allument très fort dès le début. Tous mes produits, voilà, évier, frigo, congélo, le micro-ondes, évidemment les paquets de pâtes parce que je suis étudiant. On fait demi-tour, on va pas encore tout de suite dans le salon. Nous avons bien évidemment juste ici, là où je lâche les plus grosses caisses du monde, les toits, putain ça pue. Waouh, ok, j'ai lâché une gigamère, ça pue depuis la dernière fois. Et la pièce maîtresse, attention, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est la douche qui m'a tout de même très étonné, je vais vous montrer. Et maintenant, nous y voilà un petit peu le plat de résistance des appartements, j'ai envie de dire. La chambre slash pièce de vie slash salon, voilà. J'ai mon lit ici, c'est un futon qui est extrêmement dur, voilà, je ne sais pas comment font les Japonais, mais ce lit est dur, plus dur que du béton, plus dur que du bois. Petit setup de Switch, petit projecteur qui projette directement sur ce grand mur blanc. J'adore ce setup, c'est trop bien pour jouer dans son lit le soir. Vous remarquez d'ailleurs qu'il fait déjà nuit, mais non, c'est faux, il n'est que 17 h au Japon, mais il fait nuit très tôt au Japon, et j'en profite pour vous montrer, rien du tout, à cause du reflet, mais sachez que derrière ce petit ombre, on le voit un petit peu, il y a un balcon, voilà, avec un vis-à-vis terrifiant finalement, donc on va tout de suite refermer. Hop, on retourne, là-bas placard, en haut placard, ici des petites boîtes que je trouve trop sympa, et mon setup évidemment, sponsor de mon école, let's go. Petit setup, voilà, je me suis acheté des fausses fleurs parce que je ne sais pas m'occuper des vrais, mon PC, les manettes, etc. Et puis moi je vous dis au revoir, salut tout le monde, et puis à la prochaine. Ciao.